Bonjour à tous, bienvenue sur Football Club de Marseille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul pour cette vidéo, je suis dans le studio avec Raph Football. Comment ça va, Raph? Salut Ryan, merci pour l'invitation. Écoute, ravi. Pour tous ceux qui ont déjà vu du coup la première partie de cette tier list des attaquants sur la chaîne de Raph, c'est dans la description et c'est juste à côté, donc vous pouvez aller voir et vous pouvez aller cliquer sur la vidéo pour aller voir la première partie si vous voulez aller voir où est-ce qu'on a classé les Germain, les Mitroglou, les Balotelli, etc. Parce que là, on a encore du lourd dans cette liste, mais on a quand même fait une première partie sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de venir voir celle-ci, et sinon vous pouvez faire dans le désordre bien sûr, vous allez peut-être vous faire spoiler, donc voilà, mais les explications aussi étaient marrantes et intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on va commencer du coup par Vitinha. Vitinha, ça a été une déception, peut-être la plus grosse au XXIe siècle avec Strootman. Ah ouais. Parce que forcément, on va parler de son prix. On ne peut pas passer à côté, c'est malheureux pour lui. Quand tu prends un attaquant dans les derniers jours du mercato à plus de 30 millions, tu te dis surtout au mois de janvier. Ouais. C'est pas un mercato où généralement les clubs vont mettre beaucoup d'argent. Ouais. Et là, tu casses la tirelire vraiment et tu te retrouves avec... c'était pas notre premier choix, c'était Mofi à la base. C'était pas notre premier choix. Il voulait pas venir. Exactement, pas venir à l'OM. Finalement, il va à Nice et bon, ça s'est bien passé au début, puis grosse blessure là quand même. Et là, c'est fin de saison pour lui. Mais ouais, Vitinha. Compliqué quand même, il y a eu des enchères très très hautes, des clubs anglais qui le voulaient. Il arrive donc de Braga, pardon, j'allais dire Benfica, mais non, c'est Braga, au Portugal. Pareil, au niveau des vidéos. On a en tête des buts de loin, stratosphériques, ça, des volets. Un joueur qui déborde d'énergie, généreux, le prospect idéal, qui vient du championnat portugais. Puis à l'Olympique de Marseille, son premier but, c'est contre Auxerre, au mois de mai, en début de match, où il casse la cage, mais juste après, il y a un énorme raté. Je me rappelle où il rate le but vide à quelques centimètres de la cage. Non, Vitinha, ça a été très très compliqué. Alors, il fait 6 mois sous Tudor, où il joue peu. Ouais. Son premier match titulaire, c'est contre Nice au Vélodrome. Et c'est pas vraiment le meilleur truc parce qu'il vient d'arriver 2 jours avant. Il arrive le jeudi, le match est le dimanche, je crois. Exactement. Et c'est vraiment genre ultra rapide. Il est titulaire tout de suite. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait, Igor là? Il a pété un câble. Et bon, c'est vrai que là, ça s'était assez mal passé. Il était en dedans et je crois qu'il est sorti à la mi-temps. C'est ça. Il le sort à la mi-temps, donc c'est très très compliqué. On se dit putain, on a récupéré vraiment un attaquant. Là, on s'est fait douiller quoi. Et finalement, après, il montre un peu des meilleures choses. Tu te dis bon, ça peut peut-être le faire. Oui, parce qu'il y avait de l'espoir en fin de saison. C'est ça. Tout le monde voulait lui laisser une seconde chance. Exactement. En même temps, avec un tel prix de 30 millions d'euros, c'était pour être un petit peu patient. Et puis la saison commence sous Marcelino. Il a un statut de remplaçant avec l'arrivée de Ndiaye notamment. Lui, il est derrière dans la hiérarchie. Il fait des bonnes entrées. Contre Reims, contre Brest au Vélodrome, il marque à Metz, où il égalise. Et puis il est titulaire en Europa League. Contre l'AEK Athènes, où il score d'ailleurs à domicile. Et puis à partir de là, ça a été patratra. On a vu le pire Vitinha. Exactement. À l'image de la saison de l'OM. Je trouve que le mercato d'hiver n'est jamais aussi bien tombé. Il fait le match contre Monaco, où c'est horrible. C'était atroce. Vraiment, j'ai jamais vu une prestation aussi mauvaise d'un joueur à l'OM, je pense. Où vraiment, c'était très, très, très compliqué. Il sort sous les sifflets du Vélodrome. Vraiment, c'était profond comme sentiment. Et juste avant, il y a un match à Lens, à Bollard, on perd 1-0. Il a un déchet technique monstrueux. Il touche pas une quille. C'est ça. Il y a eu plusieurs matchs où vraiment il y a une accumulation de frustration et tout ça. Et puis finalement, tu te retrouves avec ce mercato qui arrive. Et là, presque, il attendait juste que la porte s'ouvre pour s'enfuir très très vite. Et puis il était dans l'ombre d'Aubameyang. C'était lui ou Aubame. Et puis à ce moment-là, Aubame, il était largement au-dessus, bien sûr. Il s'était imposé. Ils sont un peu passé le relais parce que, comme tu disais, la belle période de Vitinha, elle coincidait avec une période d'Aubameyang qui était un peu moins bonne, justement. Et puis après, hop, ils se sont un petit peu échangé le relais. Et là c'était beaucoup mieux. On a vu la différence après. On a vu la grosse différence. Donc, Vitinha, je pense que c'est. Dans le gros flop, on est obligé. Et on passe maintenant à Pierre-Emerick Aubameyang. Ça aussi, gros joueur quand même, comme je le disais. Moi, c'est vraiment deux clubs que j'adore. À part l'OM, c'est Barcelone et Arsenal. Et c'est les clubs aussi où il est passé, où il a fait de très très belles choses. Sans parler même de Dortmund, sans parler de Saint-Etienne aussi, où il a commencé. Il a réussi partout. Très très grand attaquant, même dans le top des attaquants européens ever, je pense. Donc, enfin non, pas européen dans le sens mais dans le sens dans les clubs
européens. Aubameyang, je sais pas si ça mérite d'être dans GOAT pour moi. Je vais m'expliquer avant de te laisser la parole. Je vais expliquer pourquoi. Moi, je pense quand même que on a trop tendance à oublier le début de saison et aussi comment est-ce qu'il s'est sorti de ce début de saison compliqué. Il fait un début de saison vraiment très difficile, il n'arrive pas à marquer, même au niveau de la vitesse, au niveau des mouvements, etc. Ça nous a coûté des points. Ça nous a coûté des points. Et quand il commence un peu à scorer, à marquer, donc c'était un peu contre l'Ajax en fait. Finalement, on peut dire que c'est vraiment la réception de l'Ajax où on fait... Fin octobre, je dirais. Ouais, voilà. Où tu as vraiment ce réveil, où il met un triplé dans ce match-là, etc. Et je trouve que sa réaction, elle est pas bonne. Je trouve qu'aller célébrer devant les supporters, faire des trucs genre machin, tu vois. Il y a un côté, en fait, où t'as pas besoin de ça. T'es un joueur qui a une carrière immense. Tu sais très bien que t'as pas été très bon depuis le début de la saison. Tu nous as coûté des points. Tu nous coûtes cher aussi en salaire. Il y a plein de choses. Et je sais pas, j'ai trouvé ça pas trop classe. Par contre, sur la suite... irréprochable. Même lui, je pense qu'il a dû se dire putain, ouais, j'ai peut-être un peu abusé. Donc voilà, après, je l'ai trouvé vraiment excellent. Leader technique. Oui. Il participait un peu plus dans le jeu. Alors, je sais que c'était la marotte de Nico où il gueulait un peu parce qu'il participait pas assez au jeu, mais il le faisait un petit peu plus. Ouais. Au fil de la saison. Ouais. Il a un petit peu. Il s'est un peu dénaturé. Parce que c'est un profil de finisseur qui prend beaucoup la profondeur, mais il a été important aussi dans le décrochage. Bon, par rapport aussi aux lacunes de l'équipe, à la création, évidemment. Il était obligé de se exactement. Ouais. Il y a eu un dépassement de fonction qu'on salue vraiment parce que sans lui, je pense qu'on aurait fait une saison encore plus catastrophique que ce qu'elle a été. Et en Europa League, quand même, top buteur de la compétition. League. Et puis il y a cette comparaison avec Drogba. Alors pour moi, il n'y a pas photo entre les deux joueurs par rapport à ce que Drogba nous a apporté. Mais en termes de stats, tu sais qu'Aubame est devant Drogba. Ouais, bien sûr. C'est pas rien quand même. Ouais. Donc quand même, moi, je le mettrais dans vraiment bon. J'entends tous tes arguments. C'est surtout par rapport à sa réaction disproportionnée. C'est ça. Parce qu'il était en deçà pendant 2-3 mois. Comme tu as dit, il avait le plus gros salaire du club. Il en avait conscience qu'il était en dessous. Ouais. Mais d'un côté, je le comprends un petit peu parce que... les supporters avaient été durs. Les supporters avaient été sévères. Et maintenant, on est dans l'ère d'Internet, des réseaux sociaux. Tout se lit, tout se dit. Et puis, c'était une saison aussi où on restait sur 2 podiums juste avant, sous Sampaoli et Tudor. Et le public marseillais avait été, à juste titre, parce qu'avec Marseillano, on sentait que ça allait pas le faire. Je me rappelle cette bronca contre Toulouse, même à la fin du match contre le Panathinaikos, ça siffle au virage sud. Et Aubameyang, quand il va remercier les supporters, il le voit ça. Et il y avait un mercato raté dans son ensemble. Les Sarr, Ndia, etc. Et c'est lui qui en a fait les frais en premier. Encore une fois, c'est logique, parce qu'il avait le plus gros salaire, le plus grand statut. Je sais que sa réaction contre l'AEK Athènes, quand il regarde contre l'Ajax, quand il regarde le virage nord, c'est moyen, mais je le comprends d'un côté parce qu'il avait expliqué en plus dans une interview il y a pas longtemps en fin de saison que sa maman était au stade, qu'ils ont été touchés personnellement et lui avait précisé qu'il avait jamais vu ça, une telle exigence des supporters de l'OM. Mais pour autant, il a adoré son passage chez nous. Il sait que le peuple marseillais, ça a ses bons côtés et ses côtés un petit peu exigeants et il nous en veut pas au fond, malgré ça. Donc c'est une réaction... pourtant, moi je suis le premier à dire qu'il faut respecter l'OM, le peuple marseillais, son exigence, son histoire. On est comme ça. Mais moi je l'entends. Je le mettrais plutôt dans la première catégorie, derrière Sanchez quand même. Et encore, il y a match. Ouais, il y a match. C'est vrai qu'il y a match. En commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, Sanchez ou Aubame. Moi, c'est vraiment cette différence, c'est juste par rapport à ce côté un peu mentalité à certains moments où je le mettrais en dessous. Mais j'entends. Et juste pour ça, on va quand même le mettre dans le GOAT, mais peut-être derrière Sanchez un tout petit peu. Allez. Dites-nous ce que vous en pensez, par exemple. Un match. Allez, là, on fait un petit bond en arrière dans le temps. Loïc Rémy. Loïc Rémy, joueur qui a fait beaucoup de clubs en Ligue 1. Je vois à Lyon, à Lille, à Lens aussi, exactement, à Nice aussi. Donc voilà, quand même un joueur qui a fait pas mal de clubs. Moi, j'ai une petite idée, mais j'ai envie de savoir, toi, où est-ce que tu le mettrais. Alors, il arrive l'été 2010 pour remplacer Mamadou Niang avec Gignac. On achète Gignac et Rémy, je crois que le combo, c'est 30 millions d'euros, les deux joueurs, donc c'est pas rien. C'était quand même un investissement assez important, mais à juste titre. Il sortait de très belles saisons dans le championnat de France. On le qualifie souvent de joueur sous-coté à l'OM. C'est vrai. Parce qu'en termes de stats, il est au rendez-vous, même dans ses performances
Ça a été un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur de l'année 2010, 2011 et même l'année suivante. Après, la fin de l'aventure à l'OM s'est mal passée. Ouais, c'était plus compliqué. On n'a jamais trop su pourquoi précisément. Mais je me rappelle, il part en plein hiver. Et il fait 6 mois la saison 2012-2013 ou 2011-2012. Je crois que c'est 2011-2012, mais je veux pas dire de bêtises, ouais. Bon, c'est pas grave, sinon, t'inquiète. Exactement, oui, parce qu'il marque contre le PSG quelques mois avant, le fameux match où on gagne 3-0. Donc au final, il reste 1 an et demi. C'est ça. Il a répondu présent. Alors c'est vrai que je pense qu'il y aura un duel. Est-ce qu'on le met dans vraiment bon ou hockey tiers? Je le mets quand même dans la deuxième catégorie. Ça a été un bel apport pour notre équipe. Il a mis ses buts, il a été régulier. J'ai peu de matchs où il a raté des occasions immanquables, où il est passé au travers. On peut le mettre dans la deuxième catégorie, je pense, mais pas en première liste. Ouais, voilà. Alors, pour l'instant, du coup, c'est le premier qui est là-dedans, mais c'est vrai que je le mettrais plutôt dans vraiment bon aussi. Je trouve que c'est vraiment la définition de ce joueur-là, quoi. C'était un joueur vraiment bon, mais pas. Même si ça peut paraître excessif, vraiment bon, mais il a été. En fait, comme on disait, avec la pression de l'OM, etc., le statut dans lequel tu rentres quand tu arrives à l'OM et tout ça, c'est toujours un peu particulier. Donc j'ai bien aimé moi son petit passage à l'OM. Esprits, par contre, dans nos têtes. Il y a des gens qui oublient même qu'il a joué à l'OM, hein. C'est vrai. Mais pourtant, quand tu te souviens un petit peu de ses performances, comme tu disais aussi, c'est un mec à scorer qui a été assez régulier. C'est étrange parce qu'on a peu de souvenirs de buts de lui chez nous, à part contre Paris. Cette saison, juste après qu'on soit champion de France, 2010-2011. Mais c'était des périodes un peu compliquées aussi. Donc moi je le mettrais quand même là. C'est plutôt pas mal. Comme tu disais, pas dans les tops de cette catégorie-là, mais dans le milieu, quoi. C'est plutôt pas mal. Ou alors, peut-être dans le top des hockey tiers, mais je trouve que ça serait dur quand même. Parce que c'est un joueur en plus qui a montré des belles choses aussi après à Chelsea, à Crystal Palace aussi, et tout ça. Donc voilà. Moi, je le mettrais quand même. Il a été écarté les derniers mois, mais pas pour des raisons sportives. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il y a toujours un petit flou là-dessus. Donc ouais. Allez, on va le mettre là-bas. Là, on part dans du folklorique un peu là. Là, c'est du joueur un peu rigolo. Brandao qui nous a pas laissé que des souvenirs sportifs. Hein. Il y a eu aussi des petits mèmes qui sont très réutilisés et tout ça. Donc ouais, voilà, c'est un joueur qui était assez sympa, qui avait toujours le sourire, toujours la bonne humeur, qui te montrait que c'était vraiment un chien sur le terrain. Par contre, vraiment un gros joueur vraiment de contact qui était assez agressif et tout, et finisseur aussi quand même. C'était un peu ce profil là. T'as pensé quoi toi du passage de Brandao à l'OM? Des buts importants contre l'Inter, contre Lyon en finale de Coupe de la Ligue. Il y en a eu d'autres. Il arrive au mois de janvier 2009, il reste jusqu'à la fin de saison 2011-2012, tu te rends compte? Donc il y a quand même une longévité. Alors certes, il y a eu aussi des ratés immanquables, évidemment, devant le but, c'était du Brandao tout craché, mais à l'image de son premier match à Lyon, à Gerland, il est titulaire d'entrée dès qu'il arrive. Je me rappelle, il reçoit des ballons aériens, il dévie de la tête, il se bat, il est au duel à l'épaule. Il a pesé d'entrée de jeu sur cet Olympico. Et puis il avait staté dès ses premiers matchs avec Guéret. Cette saison-là, il marque des buts importants. Je me souviens d'un match contre Nantes, là en deuxième mi-temps, où on passe leader du championnat à ce moment-là. Malheureusement, on n'est pas champion sous Guéret, c'est Bordeaux qui l'est. Et puis sous Deschamps, c'est aussi un joueur précieux, important, qui n'a pas joué tous les matchs. Pareil l'année suivante. Il est toujours revenu, Brandao. En fait, il était capable de sortir 2-3 performances très très décevantes, mais ensuite il revenait. Il scorait. Donc il avait cette force de caractère, et puis il a marqué les esprits, lui au contraire d'un Loïc Rémy par exemple. Voilà. Ce but contre Lyon, ce but à l'Inter, il y en a un que j'oublie encore, de but important. Ouais, je sais pas. Là, si Nico peut nous souffler un but important de Brandao. Inter. Ouais, le plus marquant c'est l'Inter, le contrôle du dos. Du dos avec la passe de Mandanda. Mais il a marqué plein de buts, après c'était un joueur besogneux. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas eu de classico, non? Non, je crois pas que dans un classico, il y a un but marquant de lui. Non. Ouais. Une remise pour Zendel. Bon, il est passeur sur le but de Zendel. Ouais, il est passeur. Joueur de collectif plus. Ouais, joueur de devoir. Mais qui était frustrant par moment, bien sûr. C'était pas techniquement un Alexis Sanchez, bien sûr. Non, bien sûr. Voilà. Bon, je pense qu'on. Tu placer maintenant. Ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais dans le bas de vraiment bon parce que, comme tu disais, c'est un joueur qui a marqué les esprits. Tu vois,
qui a marqué quand même des buts importants et tout ça, et qui restera dans les esprits des attaquants de l'OM. Si on le met dans hockey tiers, c'est sévère quand même. Je trouve que c'est il arrive avec sévère, un statut moindre. Quand tu vois les autres joueurs, tu vois, pour moi, il a fait quand même un meilleur passage que Benedetto, il a fait quand même un meilleur passage que Dieng, même que Balotelli, parce que Balotelli c'est très court. Donc ouais, je le mettrais quand même, tu vois, dans le bas des vraiment bons, mais une place au-dessus, c'est clair. Il arrive du Shakhtar par contre, où il a été plutôt performant. C'était le Shakhtar. Non, il a donné satisfaction. On doit le classer dans la deuxième catégorie. Mais comme tu dis, derrière Rémi, ouais. Un petit peu peut-être. Enfin, peut-être pas derrière Rémi, mais. Il y aura un match. Moi, je le mets derrière Rémi ici. Mais je sais que certains ne seront pas d'accord. Bah, en fait, ouais, c'est sportivement, en tout cas, ça, comme tu as dit, on s'en souviendra peut-être moins de Rémi, mais ouais. Bon, on va le mettre en bas. Allez, là, on s'attaque à du lourd, du très très lourd, sans mauvais jeu de mots. Dédé Gignac, qui a vraiment eu des moments très compliqués, très compliqués avec l'OM. Et vraiment aussi, c'est ça en fait, c'est quelle aventure. Tu l'as très très bien dit, parce que ça sort de 2 saisons très difficiles. Ah ouais, vraiment. La première 2010-2011. Ouais. Et il s'accroche, c'est ça qui est beau aussi. C'est Rémi qui est l'avant-centre de l'OM, vraiment. Du moins qui performe le plus. Et la deuxième, peut-être encore pire, en 2011-2012. Et puis il y a ce déclic, l'été 2012, quand Eli Bopil arrive, où il marque dès le début de saison. On sait que ça va être lui le titulaire. L'OM ne jouait pas de Coupe d'Europe, avait peu de moyens financiers, on n'avait pas fait un super mercato. Il fait une très belle saison. Prise de responsabilité, où voilà, c'est un joueur qui a peut-être besoin de ça. Il a doublé d'ailleurs contre le PSG cette année-là, et Zlatan lui répond. Et puis l'année suivante, pareil, il est très performant avec Bop puis Anigo. Il y avait l'arrivée de Payet, ça se passait mal avec Thauvin, Valbuena d'ailleurs. On l'a appris, on a eu la confirmation il y a peu avec l'interview de Thauvin. Et puis que dire de sa dernière saison sous Bielsa ? Extraordinaire. Donc ces 3 saisons très très satisfaisantes, 2 saisons ratées. Mais tu vois, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Ouais. Tu vois, quand t'as un joueur par exemple qui fait 3 bonnes saisons et puis les 2 dernières sont cata, tu restes sur ta fin, tu vois, tu restes sur un truc. Là, il part en 2015, pardon. Il va du coup au Tigres, donc déjà t'as ce truc-là un peu étonnant. Il fait l'Euro 2016 avec l'équipe de France parce qu'il fait des super performances avec les Tigres et il fait un bon Euro. On se souviendra tous aussi de son poteau et tout ça, etc. Mais il est parti dans cette continuité-là de... Le mec marchait sur l'eau, quoi. C'était magnifique. Tout était assez fluide. Des grosses frappes, des buts vraiment marquants aussi. Et t'en parlais, hein, tu vois. Il y a eu quand même cette saison avec Bielsa où il a enchaîné. Et puis même, il y avait un côté très attachant. On se souvient aussi tous des objectifs match de cette période-là où on attendait de voir Gignac, tu vois. Toutes ces images-là aussi, c'est des trucs qui restent. Le côté OM dans son cœur, la force de caractère qu'il avait. Et puis lui, par contre, à l'inverse de certains, quand il a été critiqué, il n'a jamais trop répondu. Parce qu'il connaissait le contexte. Il connaissait le contexte, il a assumé. Ouais. Dans l'ensemble, j'ai dit, il y a eu 1 ou 2 coups, il s'est un peu énervé. Les trucs, un Big Mac pour Gignac, c'était lourd au bout d'un moment, quoi, c'était chiant. Je me souviens d'un match contre Nice chez nous, on perd 5-4. Il marque un but acrobatique et après il va en direction des supporters qu'il avait un petit peu titillé à ce moment-là. Mais Gignac, très bon souvenir, même s'il y a 2 saisons relativement décevantes, mais il a su se relever. Il a su se relever et puis ses 3 dernières saisons sont énormes. Et surtout les 3 dernières saisons, c'est pas juste des périodes où il est bon, c'est sur la longueur, quoi, de toutes les saisons. Donc. Je vais pas le classer malgré tout dans la première catégorie. Peut-être que je suis sévère. Moi, je le mets dans vraiment très bon. En première position. Mais il y a match, il y a débat. Donc on clôture déjà là vraiment bon. On sait qu'il y aura personne devant lui. Si tu veux, on peut faire ça. Oui. On peut faire ça. C'est un peu presque. Il est intouchable en première position. Mais je t'écoute. Après, Non, après tu vois, j'essaie de réfléchir un peu. C'est vrai que. Au niveau de Nyang, Nyang a été bien meilleur. Un Sanchez, je sais pas si, tu vois... Le problème, c'est qu'il reste 1 an. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que Sanchez et Oba reste que 1 an. Mais on se souviendra toujours je pense que tu as raison, on peut sceller la première place. On peut quand même le mettre dans la première catégorie, tout qu'on fait. Mais pour moi, c'est derrière Sanchez et Oba. Mais peut-être que ces joueurs-là sont favorisés par leur statut, leur aura. C'est Aubameyang, c'est Sanchez. Un Gignac sera toujours peut-être un peu sous-côté. Peut-être que ça joue un petit peu dans mon opinion. Est-ce que c'est le côté, peut-être que c'est pas le côté français aussi, tu sais, de se dire, dévaloriser un petit peu. Je sais pas. Bon, on va peut-être le mettre en dernier dans les GOAT, tu vois. Oui, parce qu'à la fin de son aventure, quand il quitte l'OM, on l'a tous dans le cœur, il nous a tous régalé.
On retiendra, en fait, c'est un joueur, on retient que le positif. Et à juste titre. Hein, c'est ça. Donc oui, il a sa place dans la même quand on retient les trucs un peu négatifs, c'est toujours parce qu'il a cravaché, bossé pour remonter. Donc ouais, je le mettrai quand même dans les GOAT. Je pense qu'on a fini les GOAT là. C'est vrai que là, les GOAT, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Quoique. Khalifa. Ça c'est là faut aller dans le souvenir. Lui il s'est reposé sur son but de 50 mètres là, ce lob avec Evian là. Et puis après on le prend l'été 2013. Je sais pas si c'était un choix d'Anigo, de Bope, bon on saura jamais. Est-ce que c'est la fausse bonne idée Ouais. Alors il a eu peu sa chance à son crédit. Ouais, c'est vrai. Il a été très peu souvent titulaire. Il marque un but contre Montpellier en fin de match où il rentre en cours de jeu là, une frappe croisée. T'avais l'impression que c'est waouh. Mais mis à part ça, c'était un joueur qui n'avait pas le niveau pour jouer à l'OM. Et même après son départ de l'OM, il a jamais rebondi, il s'est enterré je ne sais où. Par contre, est-ce que c'était un total flop? Parce que quand il arrive, il n'y a pas des attentes monstrueuses. Hein. Je sais pas toi de ton côté. Non, il sortait une saison correcte à Evian. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est souvent ce profil-là de joueur où tu te dis, bon, il était bon dans un petit club. Tu te dis, on va voir ce que ça donne, tu vois. Mais t'as pas de truc où tu te dis, machin, Khalifa, ça va être incroyable, tu vois. Il n'y a pas eu une hype démesurée. En plus, c'est peut-être cette période-là, je pense, comme tout le monde, on suivait un peu moins aussi l'actu comme des addicts que nous sommes maintenant. Donc, je sais pas. Je dirais... C'était pas une bonne saison, le stade en travaux et tout. Voilà, j'ai pas un bon souvenir de cette année-là. Mais si on regarde ses stats, c'est vrai qu'il a eu peu sa chance. Ouais, mais peut-être parce qu'il a pas montré assez. Mais il l'a pas saisi. J'imagine qu'au quotidien, il a pas fait ce qu'il fallait. C'est ça. Je mettrais quand même dans les flops. Ouais. Entre déception et flop... Dans le top des flops, quoi. Il y a un match. Allez, je te rejoins. Ouais, allez. Allez, là, on arrive sur un attaquant que moi, j'ai bien aimé. Franchement, ça coïncide avec mes périodes de lycée-collège. Michy Batshuayi. Quelle... petite pépite belge qui arrive du championnat belge d'ailleurs quand il arrive à l'OM. Joueur intéressant techniquement, buteur, bon de la tête aussi. Joueur assez bon dos au but. Ouais, dos au but. Cette capacité de recevoir le ballon et de rapidement être capable de se mettre face au jeu et marquer en pivot un petit peu. Et joueur attachant aussi. Tu vois, d'un point de vue humain, on va dire, pas forcément que joueur de foot. Parfois, il était souvent critiqué sur les réseaux sociaux parce que la saison Mitchell, il avait ce côté un petit peu trop pas assez sérieux. Trop nonchalant un peu. On souffrait cette année-là. Lui et Nkoudou, ça rigolait. Donc des fois, on s'en prenait un peu à lui de ce côté-là. Mais lui, c'est pareil. Il a toujours accepté et assumé les critiques pour l'équipe. Parce qu'elles n'étaient pas vraiment sur lui. Hein. La saison Mitchell, je dirais pas qu'il porte l'OM offensivement. Non, mais il marque quand même beaucoup de buts. Mais s'il est pas là, c'est vraiment... J'ai pas la stat en tête de combien il marque. Peut-être dans les 15, non? Mais ça peut être entre 15 et 18. Un truc... Et la première saison, il est victime de la concurrence Gignac. C'est ça. Il est cantonné à un rôle de remplaçant, de super sub. Et même... Qui gère bien plutôt. Hein. Franchement, quand il fait des entrées, elles sont dans cette pas dégueulasses. Là, il nous a apporté. Il a ce but contre Lille au mois de décembre. Ah oui, il a apporté dans ce rôle de joker. Donc les deux saisons en fait de Michy sont satisfaisantes. Elles sont satisfaisantes. Mais elles n'ont pas marqué cher. Les esprits autant que d'autres. Non, pas autant que d'autres. Mais par contre, vendues très cher aussi. À Chelsea. Une des plus grosses ventes. Des plus grosses ventes de l'OM. On l'oublie ça aussi. Et après, la suite de sa carrière, malheureusement, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer à Chelsea. C'est étonnant. Et pourtant, il a prolongé plusieurs fois là-bas. Et en fait, il était baladé. Il a fait 1 milliard de clubs. Quoi. La dernière fois, je me suis rappelé qu'il avait joué à Dortmund. J'avais complètement zappé. Quoi. Il a fait 6 mois à Dortmund. En plus, 6 mois plutôt il a fait correct. Les 3 gros clubs en Turquie. Ouais. Ah, il s'est baladé. Il s'est baladé. Toujours international, par contre, même s'il y avait pas mal de concurrence. Il était souvent international belge. Jamais comme vraiment titulaire, parce qu'après, tu as eu des Lukaku, des machins, ça a été plus compliqué pour lui d'enchaîner. Puis il y a cet éternel débat, est-ce qu'on serait pour un retour à l'OM? Moi, en tout cas, j'ai jamais été vraiment contre. Ouais, là maintenant c'est bon. Oui, il a plus de 30 ans. Ouais, là il a plus de 30 ans et puis même, je veux dire là on commence à avoir une équipe qui tient un peu plus la route, tu vois. Mais joueur intéressant, joueur qui restera pas forcément dans les plus gros attaquants, mais un attaquant qui a été plutôt correct. Moi je le mettrais dans vraiment bon. Vraiment bon, ça lui correspond totalement, c'est plutôt un joueur qui m'a. Alors est-ce qu'on le met devant Brandao et Rémi? Ah non quand même. Moi je le mettrais un peu en dessous. Par rapport à Rémi, il y a débat.
Ouais, par rapport à Rémi, ouais, je le mettrais juste un petit peu en dessous de Rémi, je pense. Mais peut-être que t'as raison, ça peut être au-dessus. Ouais, les 3, ça se... Ouais, ça se vaut un peu en termes de stats et tout ça. Écoute, bon, allez, on va le mettre en vraiment bon, c'est là. Allez, on passe à un autre joueur qui n'est pas resté longtemps aussi. Et un peu un truc étonnant, quoi. Enfin, un recrutement étonnant. Fletcher. Ouais, au mois de Fletcher janvier 2016, à l'année Mitchell. Cet attaquant écossais, là. Ouais. Point de fixation. C'est ça. Qui avait un jeu de tête, un genre de joueur qui est capable de dévier des ballons, un renard des surfaces, soi-disant. Ouais. Si je devais me faire l'avocat du diable, c'est pareil, il a eu peu sa chance, Fletcher. C'est ça. Si on regarde ses titularisations, c'est maigre. Il marque en Coupe de France contre un club de CFA. C'est tout. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas eu d'autres buts qui me reviennent en tête. Il rentre contre le PSG en fin de match sous Mitchell. Là. Alors que du Classico, on perd 2-1. On n'avait pas démérité ce jour-là. Bizarrement, j'ai vu pire comme avant-centre. Ah ouais, en termes de jeu, en tout cas, on a vu pire, bien sûr. Ouais, il a peu joué. Bon, bien sûr, c'est une déception. Il n'a pas réussi à s'imposer. C'est ça. Mais il a tellement peu joué que j'ai du mal vraiment à le juger plus que ça. Ouais, je pense que je le mettrais quand même dans déception parce que voilà, on n'avait pas d'énormes attentes, c'est pas dans ce sens-là, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a pas montré grand-chose. Donc, bien sûr, il n'avait pas le niveau. C'était pas utile de lui laisser une deuxième chance, de poursuivre l'aventure. C'était un choix lors du mercato hivernal. On avait ce besoin de prendre un nouveau neuf en cas, je pense, de blessure de Michi ou quoi. J'ai pas d'avant-centre derrière lui qui me vient en tête. Donc ouais, il arrive à l'OM et puis il mais fait pas à la hauteur d'un club comme le nôtre. Voilà, un peu pour faire le nombre. Donc on va le mettre dans quelle déception et on va passer au suivant qui lui va avoir des choses à dire. Allez, Clinton NJ. Ah là là. Attaquant particulier, hein. Profil très atypique. Profil très atypique, très rapide. Et puis ouais, c'était aussi rapide qu'Mbappé presque. Hein. Ouais, franchement, en termes de vitesse. Ça peut se jouer. Hein. Franchement, je le dis dans mes lives, on se moque de moi, mais il était très 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 rapide. Par contre, balle au pied, c'était autre chose. Bon après, Mbappé, c'est pas forcément le meilleur balle au pied non plus, mais il était un peu plus connecté quand même. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être ce problème-là avec Clinton NJ, c'est les connexions neuronales n'ont pas été faites vraiment à tous les étages. On se souvient aussi de quelques petites frasques hors football avec des vidéos qui n'auraient pas dû tomber sous les yeux des supporters. Voilà, il était plus chez nous à ce moment-là déjà. Mais c'est vrai que voilà, c'est un joueur un peu étonnant qui commence un peu à exploser un peu à Lyon et puis il part à Tottenham à ce moment-là où tu te dis c'est bon quoi, c'est le profil parfait pour l'APL, ailier très rapide, etc. Et finalement, il n'y arrive pas. Il joue peu et l'OM en profite pour le récupérer l'été 2016. C'est ça. Dans une période où Macourt n'avait pas encore racheté le club, c'était un peu la Brune. Il fait des débuts plutôt intéressants. Il marque contre Nantes au Vélodrome. Quand Garcia arrive, il plante à Bastia juste avant la trêve. Sa première saison, franchement, elle est correcte. Il marque contre Rennes au mois de février. Et après... Après, ça s'est corsé. Pourtant, il avait Mitroglou, Germain en concurrence. Bon, il a... Et puis en plus, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs, qui pouvait jouer à plusieurs postes, à droite, à gauche. Et il a jamais vraiment. Alors bon, Super Sub, c'était un peu de temps en temps intéressant parce qu'il y avait cette vitesse-là et du coup, contre des défenseurs fatigués, ça fonctionnait. Mais dans son positionnement, dans les choix, etc., c'était tellement frustrant de le voir jouer. Parfois, tu te dis, c'est purée. Mais t'as des qualités, ça se voit, mais tu sais pas les exploiter. Ça me rappelle un petit peu Ismail Assar. Ouais, un petit peu, même si Ismail Assar, je le trouve quand même un peu meilleur. Oui. Mais NJ, il a eu vraiment... en fait, sa deuxième saison à l'OM, là on va en finale d'Europa League, que ça soit dans un rôle. Mais d'ailleurs, il nous emmène un peu en. Oui, il marque un but, tu as raison, qui nous qualifie en phase finale. Par contre, vraiment, ce but-là. Je sais pas comment il va le chercher. Hein. En fait, il fait une frappe, un centre bizarre, c'est contré, ça rentre, mais avec vraiment la miaou de Dédé, quoi. La miaou de Deschamps, on va dire ça. Donc, c'était. Il a quand même eu du temps de jeu, hein, cette deuxième saison. Il a eu du temps de jeu. League, mais il n'en a pas profité. Non,
Clairement pas. Et puis maintenant, du coup là, moi le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est son penalty avec je crois le qu'il y a Cameroun. autre chose, l'extérieur du pied. L'extérieur du pied qui va on fou, ne sait à ce moment-là, on en rigole, mais ça nous a pas fait rire. À ce moment-là, ouais. Déjà, non, mais oui, ça oui, mais après vraiment le dernier souvenir en date, on va dire, pas forcément à l'OM, c'est ce penalty avec le Cameroun où. En demi-finale ou en quart de finale en de la CAN ? Demi, je crois. Ouais, c'est ça. Et tout un peuple qui n'a pas compris. De toute façon, en fait, je peux te dire que le peuple camerounais à l'heure actuelle, NJ, c'est. Et moi, je regardais ce match avec mon père, et quand on a vu NJ poser le ballon, on s'est regardé, on a commencé à rire. Rien que son regard. Ouais. En fait, tu sens, le regard, il est perdu, quoi. Et puis, il fait un truc. Si vous voulez, après son passage à l'OM, il était encore moins professionnel. Ouais. Perte de vitesse. C'est ça. Bon, je le mettrais quand même dans déception, non ? C'est une déception. Voilà, pas forcément dans flop, parce que ce serait peut-être un peu dur. Il a un peu planté la première saison. Voilà. Sans qu'elle soit satisfaisante non plus. Faut pas aller jusqu'à là, mais. Et puis il y avait une mini hype quand même quand il arrive. Je te défendais souvent, moi, je me rappelle. Parce que j'avais vu des bonnes choses à Lyon. C'est ça, il y avait des bonnes choses à Lyon. Ce joueur. Et non, finalement, non. Allez, là. Les deux derniers, et on commence avec du lourd. Bafétimbi Gomis. Un gros débat. Joueur qui fait qu'une seule saison, qui arrive du coup à la même période, c'est ça, 2016. Un peu pour faire. C'était un peu un petit coup tenté quand même. Tu te dis Ita Swansea, il jouait pas trop à la fin. C'est une belle opportunité pour nous à ce moment-là quand même, parce que c'est un joueur qui a été régulier en Ligue 1, qui arrive libre, en pleine force de l'âge. Qui arrive libre ? Oui, je crois. Ouais. Donc on était content quand même de récupérer Gomis, qui était prévu pour être le 9 cette saison. D'ailleurs, ça a été le cas. Ah ouais. Alors beaucoup de supporters de l'OM en gardent un très bon souvenir. Ah oui, moi j'en garde un très bon souvenir. Pour moi, c'est un souvenir plutôt bon, mais pas plus que ça non plus. Ok. Pas plus que ça. Alors, dans ses stats, il était au rendez-vous. Ah ouais, il marque 20 buts, je crois. C'est ça ? 19 buts, 19 ou 20, je crois. À vérifier. Ouais. Dans le quotidien, il était au service du collectif. C'est un joueur qui aidait ses coéquipiers, qui était capitaine à tout le monde, qui était capitaine, qui avait eu le brassard, qui était important pour Thauvin dès son retour au mois de janvier. Notamment, on en parlait il n'y a pas longtemps. Il bouillait le maillot, il s'est battu. Et puis c'est vrai qu'il nous a débloqué pas mal de matchs qui étaient serrés. J'ai en tête un match à Dijon à l'extérieur où il y a le brouillard là. Il marque en fin de match. Oui. C'était vraiment le début de Héros, ça. Ouais. Même à ce moment-là, Héros, il offre des places au parcage Marseille. Je sais plus ce qu'il fait, mais il faisait un truc. Il était un peu en mode. en mode senior. C'était le rêve américain là. Ouais, puis. Mais pourquoi j'en garde pas un souvenir impérissable ? Est-ce que tu as une frustration de pas qu'il n'ait pas fait la deuxième saison ? Parce qu'on s'attendait. Avec le recul, il aurait dû rester. Mais moi, je ne faisais pas partie des gens qui voulaient le garder plus que ça. L'été 2017. Ok. Après, il avait des demandes salariales qui étaient importantes. Il s'en est jamais caché. Oui, il s'en est jamais caché. Même si l'OM aurait dû, avec le recul, s'aligner. Surtout quand tu vois après ce qu'on a récupéré. Germain. Mais dans un match important, il n'a pas scoré. Non. Olympico, Classico. Je le casse quand même dans la deuxième catégorie, mais pas tout en haut de la liste. Ok, très bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans les vraiment bons, je l'aurais pas mis dans les GOAT. S'il avait fait peut-être une deuxième saison de ce niveau-là, tu te dis ok, tout ça, etc. Mais là, vraiment, en fait, tu restes un peu sur ta faim. Il fait une très bonne saison. Il n'était pas si impactant dans le jeu. Non, c'était vraiment le finisseur. Il était là pour terminer les actions et il le faisait très bien par contre. Il y a un but contre Saint-Etienne en fin de saison où les Winners là, ils fêtent leurs 35 ans ou 30 ans, pardon. 30 ans, je crois. L'action est superbe avec Thauvin là. Ça combine et tout, machin. Non, il a répondu présent à Gomis, mais j'étais pas un fan plus que ça. Ça, c'est une question de profil après. On a tous nos. Puis la célébration mythique, la Panthère. On a été dur avec lui de ce côté-là aussi. Bon, c'est sa célébration, mais bon, c'est à l'OM après. Ça, c'est synthé. Avec le fameux Alex là. On termine avec le troisième Ayou qu'on a eu à l'OM quand même, parce que tu vois, finalement on a eu le papa Bédi qui a montré très très belles choses avec l'OM, qui fait partie des légendes, et André Ayou qui était plus milieu de terrain, ailier, et là Jordan qui lui était attaquant. Jordan Ayou, est-ce que c'est le moins bon des trois Ayou ? À l'OM du moins, parce qu'à l'heure actuelle, il est devant André. Maintenant, il fait toujours en première ligue. Ouais, c'est ça. Non, franchement, il a fait son trou en première ligue. Ouais. Il a enchaîné énormément de matchs et tout, et c'est un très très bon joueur de première ligue. Exactement. Après, si on doit parler de son passage à l'OM,
qui est lancé, il me semble, en 2010-2011. Hein. Oh. Oui, j'en suis même sûr, parce que l'année Ouais, j'ai pas de souvenir. Jusqu'à l'année Elite Bop, 2012-2013. Oui, joueur formé à l'OM, hein, d'ailleurs. Alors, il commence plutôt bien son passage chez nous, avec quelques buts. La saison au Lille est champion. C'est ça. Je me rappelle, contre Nice, on gagne 4-0. Il y a 2 buts d'André, 2 buts de Jordan, il me semble. Régalade au Vélodrome. Mais par la suite, on est resté sur notre fin. Ouais. Ayou a été très irrégulier, a peu marqué dans son ensemble. L'attitude n'était pas au rendez-vous. Ouais. Quand il sortait en cours de match, il boudait. Même on lui reprochait souvent le fait qu'il fasse souvent la gueule. Ouais. Après, il a un visage un peu expressif. Ouais, voilà. c'est vrai ça joue contre lui. Mais... c'est peut-être la forme de la bouche, tu vois, montrait beaucoup. Tu vois, il était un peu toujours. Voilà, quoi. Il boudait. Il faisait la moue, quoi. Il n'a jamais réussi à s'imposer, vraiment chez nous. À être régulier, à faire sa place. Pourtant, il a eu sa chance. Et puis, il part logiquement à un bon moment en 2013. C'est ça. Sans faire de bruit. Ouais, et puis bon, on ne gardera pas un souvenir exceptionnel de lui. Je pense que c'est un joueur auquel on n'a pas réussi à exploiter tout. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un joueur auquel on pense souvent parce qu'il y a le côté familial, etc. Il a montré des bons trucs, il n'a pas forcément. Voilà. Moi, je trouve que ça serait dur de le mettre dans déception parce que, voilà, je le mettrais dans OK. Tu vois, ça lui correspond bien. Ouais. C'est un joueur qui a fait des belles petites choses, mais qui n'a pas explosé chez nous. Mais la suite a été plutôt bonne. Donc ouais, dans OK, c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Alors du coup, c'est vrai que là, on peut faire la petite conclusion. On a un tableau très équilibré. Hein. On a 4 joueurs par catégorie et sans le faire exprès. Hein. Voilà. Donc du Nyang, du Sanchez, du Aubameyang, du Gignac pour les GOAT. Ça, je pense qu'on est d'accord. Loïc Rémy, Gomis, Batshuayi et Brandao dans les vraiment bons des attaquants qui ont vraiment été corrects à l'OM. Les hockeytières, donc on a eu Dieng, Benedetto, Balotelli et Jordan Ayou. Les déceptions, on a eu Milik, Bakambu, Fletcher et Engie. Alors on va expliquer quand même dans les déceptions, c'était surtout par rapport au fait qu'il y ait des attentes sur certains joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que Milik et Bakambu par exemple, ça Fletcher peut être dur. a eu peu sa chance. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que quand tu places Milik dans la même catégorie, oui, c'est par rapport aux attentes. Mais il est en haut, donc voilà, faut voir un peu ça. Il a fait quand même 6 mois excellents chez nous, Exactement. On l'a précisé ça. Voilà. La deuxième saison, pour moi, elle n'est pas bonne par contre. Et les flops, du coup, Khalifa, Germain, Mitroglou et Vitinha. C'est qui le plus gros flop pour finir? Moi, je dirais quand même que ça reste Vitinha. En fait, c'est par rapport à ce que ça te coûte. C'est vrai. C'est très compliqué. Et puis, l'argent que tu as mis sur ça, à ce moment-là, en plus, on avait peut-être besoin de mettre de l'argent sur d'autres postes. Et ça reste dur quand même. Donc, Vitinha pour moi, ça reste Mitroglou pour moi. Oui. Mitroglou, très clairement, ça reste l'un des plus gros flops de Jacques-Henri Hérault. À voir au stade, c'était horrible à Mitroglou. Ok, il a marqué quelques buts, mais bon, il a été bien aidé par Payet. C'était très très difficile. Bon, merci en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième partie sur Football Club de Marseille. J'espère que ça vous a plu. On vous retrouve très très bientôt pour d'autres tier lists, d'autres vidéos avec Raph. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker en bas la vidéo pour le soutien. Et à vous abonner. Et à aller suivre Raph aussi. N'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette tier list. Vous avez vu le tableau très équilibré sur chaque partie. 4 sur chacune des parties, c'est même pas volontaire. Dites-moi votre avis en commentaire. Donnez le vôtre, c'est important pour nous. N'oubliez pas le petit pouce pour le soutien de la vidéo et surtout de vous abonner chez les collègues, chez Football Club de Marseille, merci, Raph. FCM. Donnez de la force, n'hésitez pas, on refera d'autres tier lists certainement à l'avenir sur d'autres postes. Donc justement, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce et commentez la vidéo. Sur votre opinion, sur chaque partie, forcément il y a débat sur certains joueurs, ça se discute. Allez, à très bientôt.